o patriotyzmie ekonomicznym. Non, patriotisme économique. Ça nous sera présenté par un député français, M. Bernard Monod. Mesdames et messieurs, merci. Drodzy Państwo, dziękujemy za przyjęcie nas. Ce magnifique lieu qui est une mine de sel, comme vous l'avez pu le constater. Et on peut remercier effectivement Michael Maruzic, mon collègue et ami de la Commission économique au Parlement européen avec lequel nous travaillons. Voilà, donc merci déjà de son accueil. Vous savez, une mine de sel, c'est un endroit très particulier qui, dans l'histoire, a donné notamment une puissance économique à l'Empire romain. Sachez que l'Empire romain, de par ses conquêtes dans l'Antiquité, a dû s'implanter ensuite dans tous ces territoires de conquête. Et les mines de sel étaient pour eux extrêmement importants en termes économiques. Puisqu'il faut que vous sachiez, peut-être que le savez-vous déjà, que les légionnaires romains étaient payés, à une part en tout cas, en sel. Ça s'appelait d'ailleurs le salarium, d'où le terme de salaire qui est devenu assez usuel aujourd'hui. Également en France, dans l'histoire, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait ce qu'on appelle la gabelle, qui était l'impôt qui était levé auprès de la population. C'était donc une part de sel qui était remis à l'État. Et donc vous voyez qu'au travers de ce symbole, de cet emblème de mine de sel, que je trouve assez particulier aujourd'hui, bravo Michael d'avoir choisi ce lieu, eh bien ça a une connotation extrêmement économique et ça va faire le lien effectivement avec le sujet dont je voudrais vous parler sur le patriotisme économique, puisque le patriotisme économique, il est universel. Dans chaque nation, on peut faire du patriotisme économique. C'est justement ça qui nous a été retiré dans le cadre de cette Union européenne qui a été fondée depuis 25 ans, notamment également la zone euro, avec les 19 pays de cette zone euro. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La première des souverainetés qui nous a été retirée dans le modèle que l'Union européenne, via bien entendu le modèle américain qui a nécessairement besoin de ce qu'on appelle le modèle de libre-échange avec aucune entrave, que ce soit notamment transfrontalier, en termes économiques, d'échanges économiques, eh bien ils ont mis fin, si vous voulez, au concept de nation. Et donc la première des souverainetés qui nous a été retirée dans le modèle ultralibéral et mondialisé qui nous a été imposé maintenant depuis 25 ans en Europe, mais qui vient déjà depuis beaucoup plus longtemps, hein. Ça date en tout cas dans la partie occidentale de l'Europe des années 70. Hein. Eh bien c'est la monnaie. La monnaie étant la première des souverainetés. La monnaie émane en fait d'un droit, le droit qui est le produit d'une nation et d'un état de droit. Seul un État peut battre monnaie. Une institution supranationale comme la Banque centrale européenne, théoriquement, ne peut pas battre monnaie, puisqu'il faut avoir le pouvoir et la loi pour pouvoir se conférer le droit de battre monnaie. C'est bien pour ça que ça a été la première des souverainetés qui nous a été retirée dans la zone euro, ça a été effectivement de mettre fin aux monnaies nationales. Pour la France, bien entendu, vous le savez, c'est le franc, mais bien entendu, pour tous les autres pays, donc les 19 pays de la zone euro, c'est une multitude de monnaies nationales qui ont disparu pour le remplacer par une monnaie, on va dire, d'occupation, hein, puisque c'est une monnaie qui est supranationale, qui n'a pas, comme je viens de vous l'expliquer, de loi biologique d'exister. Et par conséquent, si vous voulez, aujourd'hui, l'ensemble du modèle ultralibéral qui nous est imposé instaure, si vous voulez, une austérité qui est implacable, avec des sacrifices considérables. Aujourd'hui, les exemples que nous vivons, c'est en Grèce, avec l'austérité drastique qui est imposée par la Troïka, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le FMI, le Fonds monétaire international dirigé par Mme Lagarde, notre confrère tout à l'heure en parlait. Vous voyez, donc ce sont tous des institutions supranationales qui ont pris le contrôle, bien entendu, des richesses des nations, via d'abord la monnaie unique, hein, qui n'est pas commune. Nous, on souhaiterait effectivement en France au niveau de notre parti que l'euro éventuellement soit monnaie commune pour pouvoir se permettre d'avoir des échanges dans la zone euro.
A priori, c'est ce qui se passait, en tout cas jusque dans les années 1999, ça se passait plutôt bien. Mais dès qu'on est passé à la monnaie unique, il a fallu imposer des variables d'ajustement, qui sont notamment le chômage, dans leur modèle ultralibéral. Deux grandes variables d'ajustement sont le chômage, bon, je le dis tout à fait ouvertement, qui est voulu par l'ensemble de la classe politique, d'abord nationale dans chacun de nos pays, mais aussi au niveau européen, de l'Europe de Bruxelles. C'est la variable d'ajustement qui permet, si vous voulez, d'avoir une inflation qui est très basse, de contrôler la monnaie et de jouer avec le curseur, effectivement, social, qui est le chômage. Le deuxième, qui est de plus en plus évident, aujourd'hui pour tout le monde, mais nous, il y a bien longtemps que nous l'avons dénoncé en France, au Front National, c'est l'immigration. Car l'immigration est la deuxième variable d'ajustement de leur modèle ultralibéral. Et l'année 2015 en a été un magnifique exemple, où vous avez trois personnes des institutions supranationales dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la Commission européenne avec M. Moscovici, Mme Lagarde du FMI et le numéro 2 de la Banque centrale, M. Constancio, qui vous font l'aveu que comme leur politique monétaire de la zone euro ne marche pas, puisque nous avons une croissance complètement atone, nous avons un chômage qui est galopant. En France, il y a à peu près 11% de chômage, dans la zone euro, un petit peu moins. Je vous rappelle que chez vous, en Pologne, c'est de l'ordre de 8%. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la zone euro, donc vous ne subissez pas cette variable d'ajustement. Et à partir de là, si vous voulez, ils nous ont imposé ces sacrifices. Et je dirais que l'exemple le plus flagrant aujourd'hui, c'est la Grèce, avec l'austérité qui leur est appliquée pour bien entendu rembourser les intérêts de la dette, et la dette qui a été contractée depuis maintenant plus de 15 ans, depuis qu'ils sont rentrés, de force d'ailleurs, car le peuple grec n'a jamais voulu rentrer dans la zone euro. Ils ont même falsifié les comptes publics de la Grèce avec une banque internationale, pour ne pas la nommer, qui s'appelle Goldman Sachs, dont le vice-président de l'époque est aujourd'hui M. Draghi, donc le président de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, la boucle est bouclée. Et à partir de là, si vous voulez, la Grèce est rentrée de force dans la zone euro et donc dans l'euro. Or, la Grèce, comme toutes les autres patries, comme toutes les autres nations, devrait être libre de pouvoir choisir de rester ou de sortir de la zone euro et de reprendre éventuellement sa monnaie nationale. Or, par les traités, ça leur est aujourd'hui totalement interdit, et voire quand ils auraient éventuellement une volonté de le faire politiquement, eh bien ils sont sabrés, comme ça a été le cas dans les négociations du premier semestre 2015 que vous avez pu suivre donc l'année dernière, avec la pression qui a été mise sur le gouvernement de M. Tsipras et de M. Varoufakis. Préalablement, il y avait eu aussi un autre cas qui est passé un peu plus inaperçu, c'est à Chypre. À Chypre, rappelez-vous, en avril 2013, le système bancaire, Chypre, qui est un des 19 pays de la zone euro, ce n'est pas un pays exotique, méditerranéen, non, il est dans la zone euro. Et à partir de là, quand le système bancaire s'est retrouvé en grande difficulté, voire en faillite, ils ont inventé un système, une technique. Comme il ne fallait plus avoir recours, si vous voulez, aux contribuables pour rétablir le système et tenter de le maintenir à flot, eh bien, ils ont inventé ce qu'ils appellent en anglais le buy-in. Le buy-in, c'est je te prends dans ton épargne et je te prends dans tes comptes bancaires pour renflouer le capital de la banque qui est en difficulté et qui menace de faire faillite. Pourquoi? Parce que l'État lui-même étant en banqueroute avec des dettes qui sont considérables, colossales, et bien entendu, ils ne peuvent plus arriver en secours pour renflouer leur banque, puisqu'ils s'interdisent notamment le principe de nationalisation. C'est totalement interdit dans le modèle qui est imposé par l'Union européenne. Vous voyez, donc, le patriotisme économique, c'est avoir ses souverainetés. La souveraineté monétaire, la souveraineté de sa banque centrale. Mon collègue Schaffhauser vous l'a dit, c'est un outil de liberté. La souveraineté monétaire et bancaire sont des outils de liberté. Également avoir le contrôle de ses frontières, puisque je viens de vous expliquer que de par les flux de personnes, c'est ce qu'on appelle le libre-échange, le flux de personnes, c'est donc l'immigration. Ils emploient ce système-là pour effectivement compenser les déséquilibres de leur système.
Et ça n'en est qu'au début, bien entendu, puisque le FMI a même annoncé, sur le sujet de l'immigration, que pour 2016, on pourrait être au bas mot à 4 millions de personnes qui pourraient rentrer dans l'Union européenne. Le patriotisme économique, c'est aussi la sauvegarde de son système de protection sociale. Nous, en France, ils sont en train, pièce par pièce, de démonter l'ensemble du système de protection sociale, que sont les retraites, l'assurance chômage, l'assurance maladie et prévoyance, et la politique familiale. Comme il y a des budgets sociaux très importants, ils vont chercher ces budgets pour bien siphonner l'ensemble de ces encours et de ces actifs pour bien pouvoir payer les intérêts de la dette et la dette. Le quatrième levier de commande et de souveraineté, c'est effectivement le contrôle de son budget. Lorsque vous êtes obligé, comme la France aujourd'hui, d'aller présenter votre budget annuel à Bruxelles pour être bien sûr que vous soyez dans les clous et bien sûr de vous imposer la pression de l'austérité avec ce qu'ils appellent les réformes structurelles, c'est-à-dire, bien entendu, comme je viens de vous le dire, casser l'ensemble du système de protection sociale, eh bien, vous n'êtes plus maître chez vous. Et c'est ce qu'a bien compris M. Cameron, le Premier ministre britannique, d'où ce sommet européen qui se déroule à l'heure actuelle, donc depuis hier, où ils négocient pied à pied chaque mesure supplémentaire qu'ils peuvent gagner pour garder le contrôle de leur nation et rester souverains. Alors, ça se joue sur des mesurettes, hein. C'est pour moi purement du marketing politique. Je pense que ma collègue Janice Atkinson a dû vous en parler beaucoup plus dans le détail et beaucoup mieux que moi. Mais si vous voulez, aujourd'hui le Royaume-Uni, c'est le pays béni dans l'Union européenne. Ils ont leur monnaie nationale, ils ont leur banque centrale, ils sont hors des accords de Schengen puisqu'ils contrôlent leurs frontières et ils ont également, ils contrôlent leur budget et ils maîtrisent leur système bancaire. Tout ce qui est refusé aux 18 autres pays de la zone euro. Voilà. Donc le patriotisme, c'est ça, c'est ce que nous voulons, nous en France, au niveau du Front National, donc la délégation française de l'ENL, mettre en place, c'est-à-dire offrir une alternative à l'ensemble, faire pièce, si vous voulez, au modèle ultralibéral et mondialisé qui nous a été imposé depuis 40 ans maintenant, notamment au début dans les années 70, et qui a été acté par les traités de Maastricht, puis de traités de constitution et enfin le traité de Lisbonne, qui a sanctuarisé l'ensemble des souverainetés que nous avons perdues aujourd'hui et qui ont été confiées, bien entendu, à l'Union européenne. Alors, cette Union européenne est en train d'éclater progressivement. On ne s'en rend pas trop compte, mais vous savez, avec Michael Maruzic, nous nous retrouvons souvent face à l'oligarchie au sein de la Commission économique du Parlement. Encore lundi, nous étions face à Mario Draghi. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas le moral. Ils n'ont pas le moral. Vous avez M. Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, vous avez M. Juncker, vous avez l'ensemble des acteurs, je dirais, à la fois économiques et politiques, qui sont aujourd'hui désemparés de la situation. Ils ne contrôlent plus rien. Alors, on est dans le bon sens. Les patriotes aujourd'hui et les eurosceptiques sont de plus en plus nombreux, comme vous pouvez le savoir, d'ailleurs votre présence le prouve. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là, car les événements, tout doucement, vont nous donner raison. Et de toute manière, ne vous y trompez pas, ça va tellement mal qu'ils sont obligés de baisser les taux d'intérêt tellement bas qu'on est en train de passer en taux négatifs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des taux négatifs dans la finance, ça veut dire que vous êtes en train de tuer le capitalisme. Ce qu'ils ont mis en place depuis près de 50 ans. Donc ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assises. Donc moi je dis vive la Pologne, et vive la Pologne libre en gardant son zloty.